Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de rentrée pour revenir sur les faits marquants de 2024 et bien évidemment vous donner nos convictions pour 2025. Avant de faire un retour en arrière sur 2024 et vous présenter l'actualité du groupe 1, 2, 3e, laissez-moi juste vous présenter par politesse les intervenants d'aujourd'hui, 100% masculins, je tiens à m'en excuser. Donc à mes côtés, Marc Guittet, qui nous accompagne sur le groupe 1, 2, 3e depuis 23 ans maintenant. Bonjour. Et qui est le président de PAMS. J'aurai l'occasion de le développer juste après. PAMS, qui est la nouvelle société de gestion du groupe 1, 2, 3e et qui va devenir la plateforme de distribution du groupe. À ses côtés, Hervé de Roquefeuille, qui est notre directeur commercial maintenant depuis plus de 10 ans et qui est directeur commercial du groupe 1, 2, 3e et plus particulièrement de l'offre PAMS. Le dernier venu, Raphaël Faris Crespo, qui est notre senior advisor, notre consultant spécial en private equity et qui nous aide tous les jours sur PAMS à construire des allocations d'actifs. Je vais revenir en introduction sur le groupe 1, 2, 3e et sur les faits marquants de 2024. 2024 a été une année pour 1, 2, 3e, une année riche et dynamique. Une année riche pour commencer, puisque dans un environnement compliqué auprès des investisseurs institutionnels, on y reviendra sur le bilan 2024, puisque ça n'a pas été une année facile pour le private equity au niveau mondial, des investisseurs institutionnels frileux, une concurrence accrue auprès des investisseurs privés. Néanmoins, 1, 2, 3e, le groupe 1, 2, 3e a réalisé ses objectifs, tenu ses engagements de collecte, puisque le groupe a collecté plus de 400 millions d'euros cette année en 2024. Au-delà des 400 millions d'euros collectés, ce qui est aujourd'hui un curseur important pour vous, conseillers financiers, prescripteurs de nos fonds, c'est notre capacité à redistribuer, à rendre de l'argent à vos clients. Aujourd'hui, comme on dit dans le métier du private equity, ce n'est pas tellement le TRI qui est important, mais le DPI, donc cette capacité à redistribuer de l'argent dans une période de blocage où depuis 2 ans, on y reviendra également, les transactions sont au ralenti. Et c'est d'ailleurs pour ça, sans déflorer le sujet, que les investisseurs institutionnels sont moins au rendez-vous, puisqu'ils attendent des remontants de cash qui ne viennent pas. Néanmoins, sur notre marché historique, le groupe 1, 2, 3e, le marché des small caps, des PME françaises, on a constaté, et pareil, messieurs, vous y reviendrez tout à l'heure, que le marché était plus dynamique en termes de transactions, de M&A, que le marché du large cap ou du mid cap, ce qui nous a permis chez 1, 2, 3e de réaliser pour 200 millions d'euros de sortie et 200 millions redistribués à nos clients et à vos clients investisseurs privés. À noter pour cette année 2024, chez nous, une belle collecte auprès des investisseurs institutionnels. Nous continuons de creuser notre silo sur les institutionnels. C'est un marché, le groupe 1, 2, 3e est historiquement connu pour collecter et être présent auprès des conseillers en gestion de patrimoine et auprès des investisseurs privés. Depuis 4 ans, vous le savez, à côté de vos clients investisseurs privés, nous avons fait rentrer des investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, sur le 1,6 milliard d'actifs sous gestion, c'est 400 millions d'euros qui ont été collectés auprès plus d'une trentaine d'investisseurs institutionnels. Et ce qui est important, puisque c'est un gage de compétences pour nous et pour vos clients. Fait marquant aussi l'année 2024, mais je crois qu'on y reviendra également, c'est la forte collecte. Vous avez aimé en 2024 notamment tous nos sujets de dette privée et ces sujets de dette privée qui servent des coupons. Ça a été le gros succès, notamment le fonds santé qui a atteint son hard cap à 180 millions d'euros de collecte cette année. Une année riche, je l'ai dit, une année dynamique. Vous vous en souvenez peut-être, il y a 2 ans, nous avons ouvert notre capital à 2 grands family office dans l'objectif d'accompagner notre croissance. Notre croissance, on s'était promis, on s'était mis comme objectif de faire de la croissance organique, bien évidemment, mais aussi de la croissance externe. Et en 2024, on a mis un coup d'accélération sur notre développement avec l'acquisition de 2 structures. La société de gestion Infi, qui est spécialisée sur le financement ultramarin. Infi propose des produits
dit de Girardin Industriel. Donc au sein du groupe 1, 2, 3e, nous pouvons aujourd'hui vous servir, offrir ces solutions de réduction d'IR ou d'IS dans le cadre du Girardin Industriel. Nous avons également fait l'acquisition d'une société dans le secteur de la transition énergétique, l'Endopolis, qui vient renforcer le pôle que nous avions créé il y a 3 ans suite à l'acquisition de l'Endosphère. Donc pareil, une équipe dédiée à la transition énergétique. Au-delà de ces 2 acquisitions, nous avons également été actifs sur le plan de la création, puisque à côté d'1, 2, 3e, la société de gestion du groupe, société de gestion historique du groupe, qui continue de se concentrer sur l'investissement en France, sur les PME et les ETI en direct. Nous avons créé Pierre Responsable, une société de gestion dédiée à l'immobilier de rendement, exclusivement réservée aux investisseurs institutionnels. Et j'évoquais tout à l'heure, et je vais prendre le temps de le développer 2 minutes, le fait marquant dans tous ces développements de 2024, c'est le lancement, c'est la création de la société de gestion PAMS, donc Private Asset Multistratégie, la société de gestion du groupe dédiée à la multigestion. Cette société de gestion du groupe qui va devenir la plateforme de distribution B2B, c'est-à-dire dédiée aux conseillers financiers exclusivement et 100% digital. Nous avons annoncé le lancement de PAMS en septembre 2024. PAMS est né suite au rachat d'une vieille société de gestion française née il y a 30 ans et spécialisée bien évidemment elle également dans la multigestion, mais la multigestion dédiée aux investisseurs institutionnels. Fort de cette expérience, nous y avons ajouté, greffé une plateforme technologique 100% digitale pour vous accompagner le meilleur des 2 mondes, de l'expertise et une expérience client unique. Donc les 3 piliers de PAMS, vous l'avez compris, les 3 promesses, les 3 points clés de PAMS, c'est d'abord une plateforme technologique unique, de premier cri, 100% internalisée pour être très réactif dans vos demandes, mais aussi avec de l'accompagnement humain, et ça c'est le rôle que Hervé et ses équipes joueront à côté de ces plateformes pour vous accompagner tous les jours dans la préconisation de ces solutions. PAMS, c'est surtout une équipe expérimentée, forte de cette expérience depuis plus de 30 ans, quasiment de ces 2 milliards levés et investis pour le compte d'investisseurs institutionnels dans ce qu'on appelle la multigestion. La multigestion, c'est quoi? C'est essentiellement la gestion de fonds primaires et secondaires. Donc un track record solide, une équipe expérimentée et avec, on y a ajouté une dimension technologique bien évidemment et on y a ajouté une dimension service et compréhension de vos besoins. Et c'est là où on va mêler l'expérience de l'institutionnel avec notre expérience des investisseurs privés, de vous les conseillers en gestion de patrimoine, puisque depuis 25 ans, à vos côtés, nous construisons des solutions d'investissement. Et avec PAMS, aujourd'hui, nous sommes capables de vous offrir le maximum de l'expérience de la multigestion. C'est qu'on va essayer de s'adresser, on s'adresse aujourd'hui avec PAMS à tous vos clients, aux primo-accédants en private equity comme vos clients les plus avertis. On s'adresse à tous les conseillers en gestion de patrimoine, ceux qui veulent commencer dans le secteur du private equity comme les plus expérimentés. Et ça se décline comment? Vous le voyez bien à travers une offre complète. Hervé a l'occasion d'y revenir. Une offre très accessible à partir de 5 000 €, extrêmement diversifiée, c'est la gamme multistratégie. Une offre plus élitiste, plus concentrée sur telle ou telle thématique, c'est l'offre de feeder, de fonds nourriciers dédiés à des grandes équipes institutionnelles. Ces derniers mois, nous avons eu l'occasion de travailler avec Carlyle, avec Astorg, avec Antin, avec PAI, voilà, des belles marques qui n'étaient pas ouvertes ces dernières années aux investisseurs privés et qui deviennent accessibles grâce à des structures comme PAMS et à des produits également, des produits de co-investissement qui mêlent le meilleur des 2 mondes, à la fois l'accès aux meilleurs dossiers en ajoutant cette touche de diversification puisqu'on co-investira avec plusieurs équipes de renom. La faculté aussi, pour les plus gros réseaux, et c'est ce que nous faisons tous les jours, de faire des fonds dédiés en fonction des attentes de vos clients. Voilà la promesse de PAMS et voilà aussi pourquoi, pour la première fois, pour le premier webinaire, je crois que c'est le cas, nous avons encapsulé la présentation aux couleurs de PAMS, puisque même si nous allons continuer à vous proposer des solutions
basé sur notre savoir-faire historique qui est 1, 2, 3e, donc le savoir-faire de sélection de dossiers en direct sur les territoires français. Néanmoins, nous souhaitons aujourd'hui commercialiser l'ensemble de notre gamme, 1, 2, 3e comme PAMS, à travers cette plateforme de distribution qui, encore une fois, sera sur lequel vous allez vous onboarder facilement et sur lequel vous allez pouvoir faire souscrire vos clients de façon extrêmement facile et simple. Voilà l'introduction que je voulais faire sur le groupe 1, 2, 3e. Je vais laisser la parole aux experts du jour, donc Raphaël et Marc, pour revenir, comme j'ai un peu défloré en introduction, sur qu'est-ce qui s'est passé en 2024, comment s'est comporté le marché du private equity en 2024, et fort de l'expérience de 2024, quelles sont nos anticipations pour 2025, et quelles sont, pour finir avec Hervé, face à ces anticipations de marché, comment le groupe 1, 2, 3e, via 1, 2, 3e et via PAMS, va pouvoir répondre à vos attentes et surtout aux attentes de vos clients. Merci Xavier. Alors effectivement, j'ai la lourde tâche de démarrer ce bilan 2024 et de parler effectivement d'un exercice 2024 qui n'a pas été un exercice très simple pour l'industrie du private equity. Et en commençant par le sujet qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, qui est le sujet des levées de fonds, avec une collecte au niveau mondial qui est en baisse sensible depuis 2 ans, puisque d'un plus haut en 2022 autour de 400 milliards de dollars levés, on est aujourd'hui sur un phénomène de baisse annoncé pour 2024. On n'a pas encore les chiffres complètement définitifs, mais de l'ordre de moins 30%. Alors, on peut relativiser ce chiffre. On reste sur des chiffres qui sont ceux de 2020, donc on reste sur des chiffres qui sont encore très corrects, mais c'est quand même une baisse qui est assez marquée. Et le deuxième phénomène qu'on peut observer sur ce slide, en tout cas ce graphe, c'est qu'on a aussi également une baisse très sensible des acteurs qui sont sur la route pour lever du capital. Et donc c'est une baisse qui est quasiment plus importante d'ailleurs en pourcentage, puisqu'on a une baisse de 40% sur le nombre de gérants qui ont cherché à lever du capital en 2024. Et ça, c'est un phénomène qui est intéressant et qui peut s'expliquer de 2 manières. Le premier, si on peut revenir sur le slide d'avant, le premier qui est un phénomène plutôt involontaire, qui est que pas mal de gérants ont beaucoup levé en 2022 et 2023, et on le verra tout à l'heure avec Raphaël, le contexte de deal, de transaction est quand même relativement faible, donc ça veut dire que ces gens-là ont beaucoup d'argent qu'ils n'ont pas pu déployer, donc naturellement ils ne sont pas sur la route. Et puis il y a un deuxième phénomène qui est un peu plus volontaire, celui-là, de gérants qui effectivement arrivent en fin de course, doivent se remettre sur le marché des levées de fonds et temporisent un peu parce qu'elles n'ont pas envie de revenir dans un contexte de levée de fonds qui est celui-là, qui est celui d'un contexte extrêmement difficile. Si maintenant on passe effectivement sur un focus un peu particulier sur les grands noms, en tout cas quelques grands noms qui ont cherché à lever en 2024, vous voyez sur ce slide, ça présente les 10 plus gros fonds américains qui ont été sur la route en 2024. Alors on parle de 130 milliards d'objectifs de levée, donc c'est des fonds de plus de 10 milliards en moyenne. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils sont soit très loin de leurs objectifs, soit ont mis énormément de temps pour lever leurs objectifs. On le voit même sur des très grands noms comme Blackstone. Alors effectivement, Blackstone, il finit par lever ses 20 milliards, mais il lève ses 20 milliards de dollars en ayant été ouvert depuis mi-2022. C'est-à-dire qu'il a mis 2 ans et demi à atteindre cet objectif. Blackstone, là où probablement sur un véhicule en 2021, il aurait mis 9 mois. Et donc il y a certains autres acteurs comme Insight ou PSG sur ce graphe-là qui effectivement arrivent à faire leurs objectifs, mais toujours avec une durée de levée qui est relativement plus longue qu'escomptée. Et derrière, c'est un peu morne pleine, c'est-à-dire que derrière, on voit des acteurs qui souffrent effectivement, soit parce que ils n'ont pas la franchise, ils n'ont pas la taille suffisante, ou en tout cas vu comme pas étant une plateforme suffisamment large pour les investisseurs, soit parce qu'ils ne sont pas positionnés sur le bon segment et que les investisseurs ont arbitré en allant vers les plus gros et les plus
séduisante stratégie qu'ils ont adoubée. Donc on a ce phénomène de collecte très ralenti et qui va vers un nombre limité d'acteurs. Voilà en tout cas pour le phénomène de levée. Je vais laisser côté maintenant déploiement, Raphaël, nous expliquer un peu comment s'est passé le marché des transactions. Bonjour à tous, c'est assez en fait logique, pas de gros fonds, pas de gros deals, tout simplement. En fait, quand on se focus sur le marché européen, il y a déjà un facteur, quand on fait des méga deals, ce qu'on appelle les méga deals, c'est des deals de plusieurs milliards. Il y a un sujet d'exit qui est souvent l'introduction en bourse, l'IPO. Aujourd'hui, le marché est bloqué, donc moins d'IPO, donc pas de sortie. Et également, le contexte économique, le cycle fait que les acquisitions des stratégiques, donc l'industriel, le concurrent, il est un petit peu plus frileux aujourd'hui pour aller faire des acquisitions. Et d'ailleurs, ça se ressent dans les chiffres. Aujourd'hui, en 2021, c'était 200 milliards le volume de transactions des méga deals. En 2023, c'était 100 milliards. Et surtout en nombre de deals, on est passé de à peu près 80 deals, méga deals en 2021 à moins d'une vingtaine en 2023. 2024 est terminé, mais évidemment les chiffres économiques sur les deals, il y a toujours un peu de backlog. Néanmoins, sur la première partie, premier semestre, on était à 8 deals, donc c'est pas encore reparti. Mais plus important que ça veut dire que ça change la stratégie de ces fonds. Ils font deux choses, soit ils prennent du temps, ils ont augmenté les périodes d'investissement de 3 à 5 ans, ils sont hyper cautieux sur la manière d'investir, ou alors ils se diversifient, et donc ils font des deals plus petits, ce qui vient à l'inverse augmenter le nombre de transactions dans des transactions inférieures au milliard. Par contre, le pendant, c'est que c'est des équipes qui sont habituées à faire 10-12 deals de plusieurs milliards et qui se retrouvent à en faire 20-25, à voir si c'est des stratégies qui vont être aussi affirmées que les précédents vintage. Si on passe sur le slide d'après, ça c'est un slide, je m'excuse, qui est un petit peu plus dur à appréhender, mais qui est très intéressant. En fait, le bleu foncé, c'est la valorisation dans les portefeuilles des fonds de private equity, et le bleu clair, c'est la valorisation au moment de la transaction. Donc au moment où la société repart dans le marché et est achetée par un autre fonds de private equity ou un stratégique ou autre. Ce qu'on voit, c'est que toute la partie à gauche, la valorisation, elle était battue par le multiple de transactions. Concrètement, en 2015, 2016, 2017, 2018, on priceait 100, on vendait 120. Et donc c'était un marché qui était clairement haussier. Ça s'est complètement retourné à partir de 2022, on l'a bien vu, 2022, 2023, 2024. Avec des sacrés écarts entre la valorisation en portefeuille et le réel prix lorsque ça revient dans le marché. Je vous rassure, ça ne veut pas forcément dire que les boîtes étaient mal pricées ou autres, ça voulait aussi dire que les gens n'avaient pas envie de vendre et quand ils vendaient, c'était pour des mauvaises raisons. Ce qui est intéressant en revanche, c'est qu'en 2024, l'écart entre le bleu clair et le bleu foncé se resserre, donc on s'attend, on anticipe une normalisation sur ces transactions-là. Sachant que là, c'est que le premier semestre 2024 qui est affiché. L'écart s'est encore réduit et on commence à voir le M&A reprendre pour 2025. Exactement. Alors juste le slide un peu classique sur la dry powder, donc la poudre sèche en français. La dry powder, c'est l'argent accumulé par des fonds levés mais qui n'est pas encore investi. Elle est à des niveaux historiques. Surtout, elle a pris près de 40% de hausse en 5 ans. Elle passe les 1 trilliard aujourd'hui de dollars d'investissement. Et en fait, elle reste au même niveau malgré le fait que les fonds ne lèvent pas. Ça veut simplement dire qu'en fait, il y a moins de volume, moins de transactions. En bas, c'est la dry powder de la dette privée, du direct lending. Et en fait, là, on constate qu'elle est quand même bien moins importante parce que malgré l'explosion du marché, on parle d'un marché qui a été multiplié par 10, elle est passée de 100 milliards à 120 milliards parce que les fonds déploient beaucoup plus vite, simplement parce qu'ils ont besoin de faire les transactions. On peut passer au slide d'après. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas partout pareil. En Europe, dans le buyout, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup moins d'argent qui reste dans les fonds, simplement parce que les fonds ont besoin de le déployer, car plus de transactions, plus de vélocité, les boîtes grossissent plus vite. Donc c'est un endroit où quand on commit de l'argent dans un fonds, on s'attend à être investi en 2 ans à 4 ans, là où les fonds un peu plus larges, c'est 1 an et demi à 2 ans de plus. Ce qu'on voit aussi, ça c'est un petit peu rétroviseur, je vous avertis, c'est que quand on regarde la performance du buyout en Europe aujourd'hui, elle a clairement surperformé le buyout américain, avec moins de volatilité, des performances plus régulières. Donc sur les 10 dernières années, avec l'environnement de taux bas, c'était très intéressant d'être en Europe versus US. Ça a légèrement changé depuis quelques temps. Avec la macro, on en reparlera après.
Je vais reprendre la main sur le secondaire. Le secondaire, vous le savez, hein, c'est un des segments qui a très largement bénéficié des conditions de marché de 2023-2024. Et on le voit d'ailleurs sur l'appétit des investisseurs pour ce segment du private equity. C'est un marché qui est en croissance de long terme, hein, alors qui accompagne aussi la croissance du marché primaire, hein, puisque le marché secondaire se nourrit des marchés primaires. Alors, ne vous fiez pas quand même au dernier petit bâton sur 2024, hein, c'est une statistique qui est en mai. Je crois que cette année, on aura levé quasiment autant qu'en 2023, donc une centaine de milliards également sur cette stratégie. Drivé quand même par quelques, ou en tout cas fortement porté par quelques méga-fonds, tels que Ardian ou Lexington, hein, qui à eux deux ont simplement levé 50 milliards en toute fin d'année. Hein, donc on a cet attrait des investisseurs pour des géants capables d'aller structurer des opérations qui sont relativement hors normes. Mais plus globalement, c'est tout le marché du secondaire qui croît de manière assez significative. Et il croît, mais il devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, quand vous parliez du marché secondaire, vous parliez d'un marché qui s'adressait à « je rachète des parts d'un institutionnel qui a investi dans un fonds de buy-out » ou « je rachète des portefeuilles de sociétés à des gérants qui ne veulent plus s'en occuper et qui gèrent en direct les lignes dans la foulée ». Ce marché-là, il a grossi, mais il s'est aussi beaucoup spécialisé, c'est-à-dire qu'on a créé des nouveaux marchés dans cet environnement du secondaire, et notamment tout ce qu'il y a autour de ce qu'on appelle les GP-led. Alors c'est un acronyme, il y a beaucoup d'acronymes en anglais dans le private equity, je m'en excuse, mais le GP-led est quelque chose d'assez intéressant puisqu'il est devenu quasiment aussi gros que le traditionnel rachat de parts d'investisseurs. En 2022, 23, 24, et cette tendance se confirme. Ça correspond à la volonté de gérants, ces stratégies multi-asset ou single asset, de conserver des actifs qu'ils ont en portefeuille, qu'ils n'ont pas envie d'externaliser, parce qu'ils considèrent qu'il y a encore beaucoup de croissance et beaucoup de performance à obtenir de ces actifs-là. Et donc ils veulent les conserver en portefeuille, mais ils doivent faire face aux demandes de liquidité pressantes de leurs investisseurs, à qui ils avaient vendu des cycles de 5-6 ans, et donc à qui ils doivent rendre de l'argent. Et donc ils organisent une forme de liquidité sur leurs actifs qu'ils considèrent comme étant les plus beaux pour les remettre dans des nouveaux véhicules dits de continuation et qu'ils vont eux-mêmes gérer. Et puis, donc ça, c'est un des gros développements qu'il y a eu. Hein, donc c'est encore un nouveau marché qui s'est développé et qui fait grossir le marché du secondaire. Et puis, à côté de ça, plus le marché grossit, plus vous avez des acteurs qui deviennent spécialisés sur la dette privée, sur l'immobilier, sur les infrastructures et qui finissent par devenir des acteurs spécialisés sur le secondaire, là où avant, tout le monde faisait un peu de tout. Si on déflore un peu le sujet de l'outlook 2025, alors ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les investisseurs qui le disent. Si on interroge les investisseurs, ils s'attendent tous à avoir un marché du secondaire qui sera très important en Europe dans les 24 prochains mois. Alors, l'Europe est un plus petit marché que les US pourtant, mais l'Europe a des facteurs, notamment sur le rachat de parts d'investisseurs, qui devraient générer plus de transactions qu'ailleurs, pour une raison simple, c'est que vous avez une base d'investisseurs qui est beaucoup plus institutionnelle que vous ne l'avez aux US, où la part des privés est déjà très importante. Ces institutionnels en Europe, avec les régulateurs, ils sont de plus en plus contraints en termes de liquidité. Ils ont des sujets sur l'immobilier, sur les SCPI et autres qu'ils doivent gérer, donc ils sont en recherche de liquidité. Et donc, vous avez une part des investisseurs qui vont rechercher de la liquidité beaucoup plus importante en Europe. Et donc, c'est là que va se concentrer globalement l'attention sur les 24 prochains mois sur le secondaire. Alors, si on repart sur la dette privée, ce qu'on voit, c'est que de la même manière que le marché du private equity s'est institutionnalisé, la dette privée, c'est la même chose. Ce qui est intéressant, c'est tout ce que vous voyez en violet en bas, c'est le direct lending. Et c'est l'évolution dans le pourcentage de dette privée du direct lending
Il y a deux choses là-dedans. Il y a la hausse des taux, évidemment, qui a fait augmenter le direct lending. Mais si le trend avant date de bien avant la hausse des taux, c'est la disparition de la mezzanine. Et tout ça, en fait, c'est simplement la disparition des banques qui ne financent plus les opérations et qui ont été remplacées par la dette privée qui est, pour le gérant private equity, un produit magique parce qu'en fait, il peut avoir une réponse en 2-3 semaines et il peut avoir à la fois sa dette bancaire et sa mezzanine dans ce qu'on appelle une unitranche. Donc finalement, il a un interlocuteur et en quelques semaines, il peut se financer. Et ça, on espère, et on l'a vu, que quand le marché private equity va repartir, ça va augmenter le nombre de deals et la fréquence parce que la réactivité, elle n'est plus du tout la même par rapport à il y a quelques années sur le financement bancaire. Ouais, c'est vraiment ça. C'est cette capacité à offrir des solutions complètes de financement à des acteurs du private equity qui, dans un contexte en plus de raréfaction des transactions et du M&A, cherchait à être le plus compétitif possible quand il y avait des actifs de qualité, et donc essayer d'être réactif et avait besoin de solutions de financement adéquates. Et en fait, on voit la même chose que dans le private equity, c'est le top 10 qui l'emporte parce que la ligne en bas, à droite, en noir ou marron, c'est 60% de l'ensemble de la dette privée et c'est le top 10. C'est assez clair, aujourd'hui, il faut faire la mezzanine, la dette bancaire, il faut répondre vite et il faut être capable de faire des transactions de plusieurs milliards. Donc aujourd'hui, on voit des fonds assez conséquents. On a travaillé cette année notamment avec Ares qui hard close à 17 milliards sur son fonds en Europe et donc qui est capable d'alimenter quasiment 3 mois du marché de private equity rien qu'avec un seul fonds. Alors si on essaie de se projeter, ce qui est toujours un exercice un petit peu compliqué, si on essaie de se projeter maintenant sur ce qui devrait faire le marché du private equity en 2025, on va essayer de le refaire bloc par bloc, et je vais commencer par le private equity. Je dirais juste un petit mot, on n'a pas fait de point spécifique sur le secondaire, mais j'en dirai un petit mot parce qu'il va concerner l'ensemble des sujets dont je reprendrai peut-être un peu la parole à la fin sur le sujet du secondaire. En tout cas, si on parle du private equity, on l'a dit tout à l'heure, on a un environnement de valorisation qui reste relativement élevé, alimenté par cette poudre sèche ou cette capacité d'investissement que tu décrivais tout à l'heure, Raphaël. Donc la frilosité des investisseurs qui veulent du coup prendre les belles transactions dans les belles boîtes et qui n'ont pas du tout envie d'investir dans des boîtes de mauvaise qualité aujourd'hui et donc ça maintient les valos là où il y a des belles boîtes. Exactement. Donc on a un environnement de valorisation qui reste élevé, des coûts de financement qui sont beaucoup plus élevés que par le passé et donc ça veut dire que quand même l'âge d'or du LBO où on pouvait prendre n'importe quelle société et où sous l'effet de l'amélioration du multiple en sortie et puis une dette qui coûtait quasiment zéro, on arrivait à faire une performance exceptionnelle. Et ben cet âge d'or-là, il est quand même relativement révolu et donc il va falloir aller chercher à l'ancienne, dans un contexte plus normal, de la croissance dans les sociétés qu'on va financer. Et ça, pour nous, ça se traduit de plusieurs manières. La première, c'est qu'on pense qu'il faut qu'on se considère, on l'a vu tout à l'heure, le mid-market est peut-être là où il y a moins de compétition, moins de poudre sèche. Et donc, on veut se concentrer sur ce marché du mid-cap qui, pour nous, est le bon compromis entre des boîtes quand même robustes qui ont des EBITDA de plusieurs dizaines de millions, qui ont encore de la croissance organique, qui sont capables d'aller alimenter leur croissance par des stratégies de build-up, de rachat de concurrents, etc. etc. Et puis de la croissance organique dans leur métier. On parle encore de boîtes qui n'ont pas atteint leur seuil de maturité pleine. Deuxième intérêt du mid-market, selon nous, on a une stratégie de sortie qui est plus lisible que les méga-fonds. Quand vous êtes sur du large cap, vous êtes dépendant, on l'a dit tout à l'heure, du marché des IPO, des très grosses transactions stratégiques. L'avantage quand vous êtes dans le mid-market, c'est que vous dépendez surtout des levées et des capacités d'investissement du large cap, et eux, ils ont très bien levé. Donc a priori, c'est des acheteurs naturels qui vont être là pour donner de la liquidité à ce segment du marché. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il faut rester sur ce segment-là. Évidemment, d'aller chercher des secteurs qui intrinsèquement génèrent plus de croissance que d'autres. Donc on va éviter d'aller sur du B2B en Europe ou du B2C en Europe, du retail ou autre. Et puis on va plutôt aller chercher des secteurs autour de la tech et de la santé qui surperforment les autres segments. Ça tombe bien, on a de plus en plus de fonds spécialisés, donc on peut aller choisir et dénicher le bon gérant sur ces segments-là de sectoriels.
Les zones géographiques porteuses, alors évidemment, on ne peut pas s'exclure de l'Europe. On a une base d'investisseurs en euros. L'euro est un terrain fertile, mais en Europe, on ira plutôt aller chercher des sociétés qui sont dans les Nordiques plutôt que d'aller chercher des sociétés qui sont actives dans un marché compliqué comme l'Allemagne, par exemple. Et puis, évidemment, d'aller chercher une exposition aux US parce que on sait que là-bas, ils ont toujours un temps d'avance sur nous en termes d'économie. Donc, on a une économie US qui est déjà un peu ressortie du contexte compliqué, notamment lié au changement de taux qu'on a vécu. Donc ils sont plutôt dans une phase dynamique. L'effet Trump, Dieu seul le sait, je ne sais pas si ça va être très positif. En tout cas, tout le monde pense que ça va être plutôt relativement positif pour les acteurs de l'économie. Donc on a plutôt un terreau qui est favorable aux US. Et comment on va l'adresser ça depuis l'Europe? Nous, on pense qu'il y a une bonne stratégie pour pouvoir aller choisir ce spectre relativement large de petites transactions dans différents segments et dans différents secteurs et dans différentes géographies. C'est de le faire au travers de stratégies de co-investissement qui vous permettent de vous appuyer sur des gérants externes, donc sur toute la multitude des segments qu'on a vus là, et de déployer assez rapidement des véhicules de manière rapide pour profiter de la fenêtre et diversifier parce que vous avez quand même un bon nombre de transactions in fine sur votre stratégie de co-investissement. Et ça vous évite d'ouvrir une équipe et de faire votre courbe d'apprentissage puisque vous avez des gens qui sont pure players sur place. Exactement. Si on passe sur la dette privée, le contexte est évidemment favorable, même si les taux se sont légèrement détendus. On est quand même dans un environnement normalisé où pas des taux à zéro, donc il y a du rendement embarqué. Et donc c'est une classe d'actifs qui performe actuellement. Nous, notre recommandation, c'est évidemment de privilégier les stratégies qui distribuent, qui versent des coupons. Le parent pauvre de l'alternatif et du private equity, c'est le DPI. Profitez-en en dette privée, vous pouvez avoir des fonds qui ont des coupons mensuels, trimestriels. Ça vient clairement balancer votre portefeuille. Et enfin, ça c'est plus technique, mais il faut bien analyser. Il faut quand même avoir des fonds qui font attention sur les leviers. Levier au niveau des sociétés, mais également levier au niveau du fonds. Dernier point, les fonds qui sont capables de structurer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de fonds qui, en prêtant, ont remis du levier pour augmenter leur performance Exactement. Sur leur véhicule. Et ça, c'est quand même rajouter du risque sur les portefeuilles de dette privée. Donc, il faut faire attention à cette stratégie-là. Exactement. Et de la même manière, il faut des fonds qui sont en maîtrise sur leur géographie. Et donc, vérifier les covenants, être capable de faire attention dans la structuration des opérations. Ça veut dire des sociétés qui sont... Quand le fonds est pan-européen, ça veut dire que la société de gestion elle est multi-bureaux avec des équipes locales et avec de la structuration locale. Donc ça, c'est un point extrêmement important sur la dette privée parce que, bien entendu, la dette privée, la perte, elle peut aller jusqu'à zéro, mais le gain est limité au coupon. Donc, perdre de l'argent en dette privée, ça ne se rattrape pas dans un portefeuille versus le private equity. Sur l'infra, on s'est posé pas mal de questions évidemment avec Trump, avec les taux, avec l'Europe. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut se dissocier des risques politiques. Donc ça veut dire éviter toutes les stratégies qui sont dépendantes de subventions étatiques, de cross-border et autres. Donc revenir à quelque chose d'assez simple, le véritable infra. Donc l'infrastructure core dans le sens de l'infrastructure, pas core dans le rendement, capable donc de servir la population, d'apporter quelque chose et aussi simplement de vivre de manière autosuffisante. Vous avez une autoroute, si le péage il fonctionne et que vous avez assez de trafic, vous n'avez pas besoin d'avoir de subventions, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des choses à l'international. Donc c'est ce type d'infrastructure dans lequel on va essayer de se concentrer. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut revenir sur des fonds un peu plus petits, qui font du développement dans des marchés faciles, compréhensibles et maîtrisés, plus traditionnels. L'autre point, on le mentionne, on le regarde cette année, on ne sait pas si on investira, mais c'est un point qu'on regarde, c'est la dette hybride infrastructure, la dette de développement, un peu comme le direct lending et la mezzanine, on voit plein de dettes privées arriver dans l'infrastructure et avec la remontée des taux, on retrouve des rendements aujourd'hui proches de la dette privée private equity, donc très intéressant. Sur l'immobilier, la vaste question où je pense que si on pose la question à chaque personne dans la salle, on aura une réponse différente. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut rester très opportuniste, plutôt dans des secteurs qu'on maîtrise et dans des géographies qu'on maîtrise, donc plutôt centre-ville, QCA, sur des endroits où il y a une asymétrie de marché, une dislocation, un vendeur farcé, institutionnel ou privé. Et le point qui est plutôt quand même positif sur la dette privée, c'est quand on regarde les marchés financiers, donc actions, qui sont plutôt des marchés d'anticipation, on voit les gérants actions revenir vers les foncières cotées. Ça veut dire qu'ils anticipent un trend positif sur cette classe d'actifs.
ce qui n'était pas le cas, sincèrement, depuis plus de 10 ans. Également, la dette privée, de la même manière que pour l'infrastructure et pour la dette privée equity, normalisation des taux, les banques un peu moins présentes, donc il y a des belles opportunités à faire avec, attention, la même chose, des bonnes garanties en termes de collatéral. Ça, c'est un bref outlook. Je vais commencer par le secondaire, puisqu'on n'en a pas parlé. Effectivement, on n'a pas fait de point spécifique sur le secondaire. Mais j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure dans la rétrospective 2024. Le secondaire, c'est un segment qui s'est extrêmement spécialisé, encore une fois, avec des constructions de stratégies qui sont très différentes les unes des autres, entre, je l'ai dit, du GP-led, du rachat de parts de fonds, des fonds sur l'infra, etc. Et en fait, le secondaire, il va falloir aller faire un vrai cherry picking de stratégie pour retrouver l'essence même et les qualités intrinsèques du secondaire. On sait que le secondaire, ce qui plaît, c'est pas de courbe en J, des distributions rapides et des TRI élevés. Si vous reprenez des stratégies de type GP-led, par exemple, qui sont du rachat de portefeuille, vous allez vous retrouver à aller faire beaucoup plus de multiples. Une décote qui ne va pas exister initialement parce que ça va être un prix de marché, donc vous n'aurez pas de courbe en J qui va être effacée. Et puis, il y a des distributions qui seront plus éloignées. A contrario, si vous prenez des stratégies de type LP Stake, donc les stratégies initiales qui consistent à racheter des positions, là, vous avez en général de la décote, donc ce qui vous enlève la courbe en J, des distributions très rapides. Par contre, vous n'avez pas un très grand multiple. Et donc, en fait, tout le savoir-faire qu'il va falloir mettre en œuvre sur ce segment du secondaire, c'est d'aller faire une association intelligente de ces différentes briques pour pouvoir en faire un véhicule qui soit adapté notamment aux investisseurs privés. En dehors de ça, évidemment, pas de levier. On reste sur nos sujets de small et de mid parce qu'on pense que c'est là où il y a le plus de décotes à l'entrée, donc le plus de capacité à faire des multiples élevés. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt l'Europe qui sera le grand gagnant de ce marché du secondaire dans les 24 prochains mois. Je te laisse faire très rapidement. Alors, ce n'est pas des recommandations d'investissement, ce n'est pas de l'allocation d'actifs, c'est plutôt des fonds qu'on va ajouter dans nos portefeuilles, sachant qu'évidemment, on a le corps du portefeuille sur le buyout, sur l'Europe ou autre. Donc, cette année, si on doit prendre un ou deux fonds, on aimerait bien chercher des fonds mid-market, plutôt lower mid-market, US nordique, et sur la tech et la santé, on pense qu'il y a une capacité à aller capter un rebond. Dette privée, à l'inverse, on est plutôt Europe de l'Ouest, on fait attention avec le réglementaire, les taxes, toutes les barrières qui vont être mises en place par le gouvernement et l'administration Trump. Très classique B2B, mais tous les fonds de dette privée font du B2B. Direct lending, on l'a dit pour les coupons. Et plutôt upper mid-market pour se protéger avec des boîtes assez résilientes, avec des EBITDA 50 millions, 100 millions pour avoir du défensif. Et donc en infrastructure, on l'a dit tout à l'heure, mais alors les USA, il y a encore un terreau d'inflation qui est toujours plutôt favorable aux infrastructures. Le small et le mid, on l'a dit, pour retourner vers ce qu'on considère être du core plus en infrastructure, donc revenir à des fondamentaux sains en termes d'infrastructure, là où on a pu voir des sujets en infrastructure qui débordaient un petit peu de l'infrastructure telle qu'on l'entend initialement. Et puis on l'a dit tout à l'heure, attention au cross-border. Éviter les effets dans ces contextes de tarifs douaniers en hausse ou autres qui peuvent être compliqués ou de tensions géopolitiques sur des sujets qui pourraient dépendre de plusieurs gouvernements. Voilà un petit peu ce qu'on souhaitait vous dire pour 2025 et en tout cas c'est ce qu'on a cherché, ces stratégies-là, à mettre dans nos produits pour 2025 parce qu'on a une gestion de conviction et donc on cherche à faire les produits qui correspondent à notre vision. Voilà. Merci messieurs. Avant de laisser la parole à Hervé et qu'on rentre un peu dans le détail de comment on transforme ces convictions en réalisation et en produit, juste souligner quand on vous écoute depuis 30 minutes que c'est un marché qui est extrêmement professionnel, extrêmement complexe, extrêmement vague. Et Hervé reviendra sûrement. L'objectif de la création de la société de gestion PAMS, vous savez, depuis 25 ans chez 1, 2, 3e, on a investi en France et on vend de la France. Le marché aujourd'hui de private equity s'ouvre aux investisseurs privés, s'ouvre à vous, conseillers en gestion de patrimoine. Et on voit quand il s'ouvre, il ne fait pas semblant. Vous avez accès aujourd'hui, c'est un peu le panorama qu'on a fait, à beaucoup de stratégies qui sont de plus en plus complexes. Et aujourd'hui, un PAMS veut se positionner comme le tiers de confiance, c'est-à-dire que construire une allocation équilibrée qui correspond aux attentes de vos clients
au vu du nombre d'intervenants et des promesses qui sont faites, c'est pas si simple. C'est pour ça qu'on a une équipe dédiée, c'est pour ça qu'on a une équipe qui le fait depuis un certain nombre d'années et qui va faire cet assemblage pour vous, puisqu'on a d'un côté des équipes calibrées pour le faire, qui connaissent très bien les différents secteurs, les différents aspects des gérants, et de l'autre côté, c'est ce que l'on apporte côté historique 1, 2, 3e, c'est la connaissance de nos réseaux de distribution, la connaissance des attentes des clients privés, pour essayer de construire des allocations d'actifs et tu l'as dit Marc, des produits qui correspondent aux attentes de vos clients en termes de rendement, de durée, de performance ou de volatilité. Hervé, qu'est-ce que nos clients ont aimé en 2024 ? Écoute, ils ont aimé pas mal de choses et je tiens, et tu l'as mis en introduction encore une fois, à remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont fait confiance sur 2024, qui a effectivement été une année très riche en termes de levée, puisque c'est plus de 400 millions d'euros qui ont été levés auprès du groupe 1, 2, 3 IM. Donc encore une fois, dans un environnement de taux et de levée qui a été compliqué, comme ça a été évoqué avant, pouvoir avoir ce type de chiffres, c'est relativement intéressant. Donc encore une fois, un grand merci. Et ça traduit simplement ce que Xavier vient d'évoquer, le travail d'évangélisation, de pédagogie qui a été fait par 1, 2, 3 IM, notamment depuis plus de 20 ans, pour vous expliquer la classe d'actifs, qui est encore une fois une classe d'actifs qui était historiquement réservée à des clients institutionnels, qui s'est démocratisée progressivement. Mais même malgré la démocratisation, il faut quand même être là pour vous accompagner, pour structurer des produits ensemble. Et la réussite du groupe 1, 2, 3 IM, c'est avant tout la construction de solutions qui ont été faites grâce à vous, grâce à vos retours, au retour de vos clients, pour pouvoir aujourd'hui afficher des chiffres de collecte très importants, notamment sur une solution que vous avez adorée en 2024 chez nous, c'est la dette privée. Effectivement, on l'a évoqué avec le joli succès notamment de notre fonds sur la santé qui a atteint son hard cap. Et encore une fois, dans le contexte qu'on évoquait, c'est vraiment une belle récompense de la confiance qui vous a plu. C'est avant tout le côté, bien évidemment, instrument financier plus protecteur qu'un investissement en capital. C'est des maturités aussi de véhicules qui sont plus courtes que des fonds de private equity traditionnels. Et c'est vrai que vous avez beaucoup, et vous avez raison, investi et fait investir vos clients sur des fonds de private equity. Il est important aujourd'hui de leur proposer des choses de complémentaires, de plus différenciants, qui va justement s'adosser à une stratégie pure private equity. Donc des maturités qui sont plus courtes, et puis effectivement, comme disait Raphaël, la distribution de coupons qui est aujourd'hui un élément clé pour pouvoir diversifier encore une fois les allocations de vos clients. Donc vraiment un grand merci à l'ensemble de nos partenaires qui nous ont fait confiance sur cette stratégie de la dette privée. Autre stratégie qui a été aussi plébiscitée, c'est la dette infra. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est plus de 100 millions d'euros qui ont été levés sur cette stratégie. Au-delà de la méga tendance du trend d'aller financer des infrastructures, d'être sur un actif tangible, ce qui a plu, c'est des maturités d'investissement qui sont souvent plus courtes, encore une fois, que des investissements en equity traditionnels. C'est des distributions courantes. On reparle du coupon, mais encore une fois, c'est un élément clé, notamment pour un investisseur privé qui aime bien voir que l'argent revienne. Et ça, c'est extrêmement intéressant de pouvoir leur offrir des véhicules adaptés, notamment sur cette stratégie d'infrastructure. Donc c'est vraiment voilà, une thématique forte qui a été jouée en 2024, que vous avez appréciée et qu'on continuera à jouer bien évidemment sur cette année 2025. Le co-investissement et les club deals, pour finir, vous avez également apprécié venir nous voir et souscrire et faire souscrire vos clients à nos stratégies de co-investissement et de club deal. On l'a évoqué, hein, il y a le M&A a un peu repris, notamment sur le quatrième trimestre 2024. Ça a permis d'avoir des opportunités. On a pu vous proposer des opportunités de co-investissement, de club deal. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est aussi permis ce deal flow de co-investissement par le fait que PAMS aujourd'hui est un investisseur reconnu, un investisseur primaire dans des grands fonds mondiaux de private equity. Et ça nous donne accès à des dossiers de co-investissement et on en fait bénéficier vos clients. Donc c'est extrêmement intéressant pour vos clients les plus avertis. Xavier l'évoquait tout à l'heure et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est très important d'avoir des solutions pour vos clients les plus avertis, mais pas que, puisque effectivement, en fonction de chaque profil, il faut un véhicule et une réponse en face. Vous n'avez pas forcément des clients qui ont des horizons de placement à 10-12 ans. Vous n'avez pas forcément des clients qui ont la capacité et en tout cas l'envie de mettre des tickets d'investissement à 100 000 euros. La vocation, encore une fois, du groupe 1, 2, 3e via sa filiale PAM, c'est vraiment de vous proposer des solutions qui vont répondre à tout type de vos investisseurs, qu'ils soient encore une fois patrimoniaux, qu'ils soient plus avertis,
qu'ils aient des profils équilibrés ou qu'ils aient des profils un peu plus dynamiques. Et là, on va pouvoir aller effectivement sur des stratégies, notamment de co-investissement, de LBO, etc. Ce qui est très intéressant sur l'offre et sur ce que vous voyez à l'écran, c'est effectivement apporter un petit peu, encore une fois, de pédagogie auprès de l'ensemble des possibilités qu'offre le non-coté. Xavier l'a évoqué, depuis plusieurs années, il y a pléthore d'offres sur le marché. Toutes les offres ne se ressemblent pas. Ce n'est pas parce qu'elles sont non-cotées, donc illiquides, donc elles se ressemblent. Bien au contraire, comme vous en avez l'habitude sur les classes d'actifs traditionnelles du côté, il y a des fonds actions, il y a des fonds obligataires. C'est le travail et la pédagogie des équipes de PAMS de justement vous accompagner pour faire un peu le tri justement là-dedans, dans toutes ces offres qu'il y a sur le marché. Et effectivement, on n'aura pas le même niveau de risque, mais pas le même niveau de rendement entre un fonds d'infrastructure et puis un fonds de LBO notamment. Donc la vocation, encore une fois, c'est d'essayer de vous proposer des solutions en fonction, effectivement, et on va l'évoquer juste après, des convictions de nos gérants et des convictions qui ont été évoquées tout à l'heure. Proposer le bon produit, la bonne solution. Et encore une fois, avec la touche PAM, c'est avec la touche 1, 2, 3 IM qui est de proposer des solutions avec une structuration qui va répondre aux attentes de vos investisseurs. Encore une fois, tous les investisseurs privés ne sont pas équipés, n'ont pas la connaissance d'un investisseur institutionnel qui a la capacité de mettre plusieurs millions d'euros sur un fonds de private equity. Donc l'objectif aujourd'hui de l'offre, et celle qu'on va mettre en avant notamment sur cette année 2025, c'est de pouvoir équiper vos clients à partir de 5 000 euros sur un FCPR, très diversifié pour vos clients primo-accédants qui souhaitent découvrir la classe d'actifs, s'exposer à la classe d'actifs, mais de manière la plus diversifiée possible. En leur proposant le FCPR Multistratégie 2, vous les exposez à l'ensemble des stratégies du non-coté. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est l'équivalent d'une dizaine de fonds, donc c'est un fonds de fonds qui va donc être déployé sur une dizaine de fonds aux côtés de grands gérants de non-coté de la planète, avec cette vocation, encore une fois, de couvrir toutes les stratégies du non-coté, encore une fois de la dette privée, du LBO, du secondaire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir exposer vos clients à l'ensemble de ce que peut offrir le capital investissement, sans appel de fonds, accessible dès 5 000 euros. C'est ouvert dans des contrats d'assurance vie française. Donc c'est vraiment un véhicule très adapté, unique aujourd'hui, puisque c'est la mise à disposition d'un portefeuille si le client, l'investisseur, voulait y aller en direct, entre guillemets. On part du principe 100 000 euros, une dizaine de fonds, c'est-à-dire que c'est 1 million d'euros à mettre sur la table pour se constituer ce portefeuille-là. Si on fait des feeders, sinon c'est 600 millions. Exactement, tu fais bien de le préciser. Donc c'est assez unique aujourd'hui d'avoir une offre qui vous permet dès 5 000 euros d'avoir accès à des gérants de tout premier plan. Donc ça, c'est le premier véhicule que vous pouvez retrouver sur la plateforme PAMS. Et puis après, pour vos clients, encore une fois, qui sont plus avertis, qui sont déjà équipés et à partir duquel vous allez devoir construire des allocations en non-coté comme vous le faites sur le côté, vous allez pouvoir effectivement leur proposer des solutions avec une prise de risque un petit peu plus importante, que ce soit sur le co-investissement avec le PAMS Co-Invest Opportunité 2, notre deuxième millésime sur du co-investissement. Encore une fois, là, l'objectif, c'est pour vos clients qui cherchent des rendements plus significatifs, un déploiement de cash un petit peu plus rapide, des retours aussi de cash un petit peu plus rapides. La stratégie du co-investissement aujourd'hui est extrêmement intéressante, extrêmement pertinente et encore une fois, elle est permise grâce à l'investissement notamment de PAMS dans les différents fonds qu'on évoquait tout à l'heure qui vont pouvoir nous permettre d'avoir un deal flow à mettre à la disposition donc des investisseurs qui souhaitent encore une fois prendre un petit peu plus de risques. Et puis le dernier support, j'ose dire, c'est le PAMS PE Carlyle Access Fund 2024. C'est là où on vous ouvre et on ouvre au marché et aux investisseurs privés l'une des plus belles franchises du private equity mondial. C'est le 4e plus gros gérant du monde. C'est vraiment une occasion unique d'accéder à un produit sur des stratégies de LBO, mais pas que, parce que c'est aussi ça. Je trouve la beauté de ce véhicule, entre guillemets, si je peux exprimer ainsi, c'est on y apporte la touche PAM, c'est-à-dire c'est un fonds de LBO, donc on va s'exposer à une stratégie, mais on va quand même le faire de manière diversifiée puisqu'on va y adosser également un fonds de la franchise Carlyle, donc de la franchise Alpinvest, sur du secondaire. L'objectif, c'est de vous proposer encore une fois un véhicule qui va prendre du risque, qui va aller chercher de la performance pour dynamiser les allocations de vos clients les plus avertis, mais encore une fois à la sauce 1, 2, 3, avec une approche un peu patrimoniale, une diversification au sein du véhicule. Et ça, c'est extrêmement intéressant aujourd'hui de pouvoir vous proposer.
Vous l'avez compris, on a plusieurs solutions. On en a d'autres qui vont arriver également sur l'année 2025, notamment un très joli fonds de dette privée. On va s'adosser là aussi au plus grand gérant de la planète. L'objectif, c'est toujours de pouvoir vous proposer la bonne solution en fonction du profil de votre client, mais toujours, encore une fois, grâce à ce que j'ai évoqué en introduction, grâce à des relations qu'on a nouées depuis 20 ans, avec l'objectif de proposer des solutions qui vont répondre, encore une fois, aux attentes des investisseurs privés qui ne sont pas forcément les mêmes que les investisseurs institutionnels. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc un grand merci, j'en profite encore pour vous remercier de la très jolie campagne et collecte en 2024. Et Xavier, je te laisse peut-être conclure sur le webinaire. Oui, merci Hervé. Juste un petit mot pour revenir sur le slide qui est déjà à l'écran. FPS, invincibilité, histoire d'un combat. Effectivement, la résumé, il fallait... Comme le webinaire ne dure qu'1 heure et on a bientôt fini, on voulait surtout mettre l'accent sur l'offre PAMS, qui est la nouvelle offre que l'on va mettre en avant cette année, donc à travers des fonds de multigestion, fonds de fonds diversifiés, fonds de fonds sectoriels, fonds de co-investissement. Néanmoins, vous le savez, nous allons continuer à vous proposer des fonds faits par l'équipe d'1, 2, 3e, donc des fonds français, small cap, dette privée, donc je pense au fonds tourisme, je pense notamment au fonds santé ou bien sûr à tous les clubs deals éligibles ou pas aux 150 0 BTR. Pour conclure cette présentation, le dernier né de la gamme PAMS, qui est un produit qui nous tient à cœur forcément puisque c'est un produit qui a été imaginé par notre ami et associé depuis l'origine puisqu'il était président et fondateur du groupe 1, 2, 3e. Je parle d'Olivier Goa, ça n'a échappé à personne. Depuis 3 ans, il souffre d'une maladie extrêmement rare qui est la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Et depuis 3 ans, il se bat comme, en tant qu'entrepreneur qu'il est, il se bat comme un dieu pour faire connaître cette maladie et surtout lever de l'argent au profit notamment de l'ICM et de l'association LARSLA pour que la recherche avance et que demain, d'autres malades comme lui puissent guérir, en tout cas vieillir et plus longtemps. Dans le cadre de son combat, vous le savez, il a mené beaucoup d'actions. Il a tourné un film, Invincibilité, que je vous invite à regarder. Il a écrit un livre du même nom avec Anne Fulda. Il fait des spectacles annuellement pour lever de l'argent pour l'ICM. Et sa dernière innovation, en s'appuyant sur son savoir-faire d'entrepreneur et d'entrepreneur de la finance, c'est de construire un fonds de partage, un fonds philanthropique, sur une base de rendement, puisque, on l'évoquait tout à l'heure, à travers notre savoir-faire dans PAMS et notre connaissance du marché de la dette privée. L'idée, c'est d'offrir aux investisseurs privés comme institutionnels un produit performant, défensif, puisque axé sur un portefeuille de gérants privés, qui puisse vous servir un rendement annuel cible de l'ordre de 8%. Et ce coupon annuel cible de l'ordre de 8%, vous allez, c'est le concept du fonds de partage, du fonds philanthropique, accepter d'en capter uniquement 3% et que les 5% annuels puissent être versés directement au profit notamment de l'ICM, l'ICM qui est l'Institut français du cerveau, mais qui doit irriguer d'autres instituts en Europe pour une recherche plus collaborative. Donc ce fonds, c'est un fonds evergreen, c'est un fonds qui sera ouvert dans les 99 prochaines années. Néanmoins, on compte sur vous et sur vos clients les plus avertis, ceux qui souhaitent s'exposer et partager la valeur, tout en investissant dans un fonds qui va leur servir, même si rien n'est garanti et le fonds contient un risque de perte en capital, mais assis sur un portefeuille de dette privée performant avec des gérants de premier plan, notamment le Goldman Sachs, Ares, Muzinich, voilà, pour avoir cette promesse que les investisseurs aient un coupon fixe et que le solde aille à la recherche. Donc n'hésitez pas à consulter notre site pams.pe pour en savoir plus sur ce fonds qui est voué, encore une fois, dans les prochaines années, pendant le plus longtemps possible, à irriguer la recherche. Merci à toutes et à tous. Merci, messieurs. C'était extrêmement clair. Encore une fois, rendez-vous sur notre site pams.pe, sur le site bien évidemment 123iem.com
pour découvrir toutes nos innovations financières, toutes nos propositions d'investissement. Merci encore à vous pour la confiance donnée en 2024. 2025 est plein de promesses. Au sein du groupe 1, 2, 3e, nous souhaitons nous imposer comme la plateforme de référence dédiée exclusivement aux conseillers financiers pour vous offrir des solutions d'investissement alternatives et innovantes. Merci encore et bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Merci.